comment tu connais le contre-amiral Fouda et vous vous êtes vus souvent où? Dans quelles circonstances? Je disais que nous nous sommes vus. Je commence par comment je le connais. Je le connais parce que c'est Thierry Roland et Nom Otam, qui était encore récemment au cabinet du DG actuel de Camwater, qui me met en contact avec le contre-amiral. Dans les années 2015, 2014-2015. Parce que Thierry, c'était des petits qui m'accompagnaient, chauffeur Martin Belinga et Bouto, qui m'avaient adopté comme un fils. Et j'avais eu des problèmes là-bas, parce que vous savez que ces grands-là, ceux qui sont autour d'eux ne veulent pas d'autres. Et donc, lui, il m'aimait de façon naturelle. Et ça ne plaisait pas à beaucoup. On est allé lui dire, tiens, il faut te méfier de cet enfant. Il vient ici, il t'écoute, tout ce qu'il voit ici, il va dire au ministre Mbongo. Alors que je ne connais pas le ministre Mbongo, je ne l'ai même jamais vu de ma vie. Et donc, quand il y a eu cette situation, Thierry Roland et Nom m'a dit, moi, je peux te mettre en contact avec le conseiller spécial du président, le contre-amiral Fouda. Mais il faut être un peu patient. Je lui ai dit, OK, quand tu finis de parler avec lui, s'il te permet de me donner son numéro, tu me donnes son numéro. C'est comme ça qu'un jour, il m'a envoyé son numéro de téléphone. Effectivement, il a fallu attendre beaucoup de patience, subissant parfois quelques menaces au passage, pour que lui et moi, on décide en fait de travailler ensemble. Voilà. Donc, au début, c'était un homme correct. Quand je lui proposais même une affaire où il fallait intervenir, il refusait. Il était ferme là-dessus. Nous parlions du pays, du renseignement, comment ça se passe et tout, et tout, et tout. Et comme moi, je suis quelqu'un de très renseigné sans être un agent de renseignement parce que je n'aime même pas qu'on me colle cette étiquette. Parce que moi, je ne marche pas. Les gens viennent chez moi, ils viennent me trouver, ils me disent des choses. Et quand j'estime que c'est quelque chose d'assez sérieux, je transmets à qui de droit. Et je connais tout le monde. Donc, c'est comme ça que lui et moi, on travaillait. C'était vraiment une bonne relation, dans une bonne ambiance. Mais le contre-amiral n'aimait pas beaucoup le colonel Joël-Émile Bankui. Il n'aimait pas beaucoup le colonel Joël-Émile Bankui. Et la première chose qu'il m'avait demandé de faire à l'époque, c'était bien de me rapprocher du colonel Bankui pour savoir qu'il suivait Bankui. En fait, c'était ça la première mission qu'il m'avait demandé de faire. Bon, pour moi, c'était une mission normale. C'est le conseiller spécial du président. Bon, il veut que j'approche quelqu'un pour lui dire 2-3 trucs de temps en temps. Je n'ai pas trouvé ça mauvais. Mais sauf que quand j'ai donc approché le colonel Bankui, je me suis plutôt rendu compte qu'il était le contraire de ce qu'on disait de lui. Déjà, d'abord, pas son humilité, parce que quand je me déplaçais pour aller dans les bureaux, les gens me permettaient d'entrer. Il fallait parfois monter des escaliers, il fallait descendre de la voiture, c'était parfois épuisant. Mais le colonel, moi, quand je venais, il tenait compte de mon état de santé. Il m'a laissé entrer une seule fois dans son bureau. Le reste des fois, il disait non, monsieur Mbapou est là, dites-lui d'attendre. Il vient, il entre dans ma voiture, on discute. C'est des petits gestes qui m'ont un peu frappé. Moi, j'ai dit à l'amiral que bon, contrairement à ce que les gens disent de ce monsieur, moi, je pense que quand on l'approche, on voit un autre visage de Bankui. C'est vrai qu'il a l'apparence qui effraie peut-être. Il a une réputation qui le précède. Et puis même cette histoire dont on parle, qu'il aurait assassiné un policier, n'importe quel homme aurait fait la même chose. Vous ne pouvez pas trouver un homme chez vous en train de coucher avec votre femme et vous lui donnez des bonbons. Donc on a discuté comme ça et tout. Bon, j'ai réussi à le persuader, à comprendre que le colonel était une bonne personne. Et bon, il a dit, OK, on va un peu essayer de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu as mis le colonel Bankui avec, en contact avec le contre-amiral Fouda? Bien entendu, bien entendu. Les deux hommes se connaissent, mais ne s'aimaient pas. Ne s'aimaient pas. Parce que bon, il y avait beaucoup de choses. Parce que bon, le colonel Bankui est celui qui a traqué So Almami, qui est au Sénégal aujourd'hui et qui a des liens avec, qui a des ramifications avec la présidence gabienne, parce que c'était un fils de l'amiral. Mais c'est Bankui qui le traquait, qui l'arrêtait, qui l'exposait, parce que c'était un grand faussaire. L'amiral même le savait. Et puis maintenant, il y avait le même Bankui qui avait mené l'enquête concernant l'assassinat
de William Fouda. Et puis bon, on sait tout ce qu'il y a des choses cachées qu'on ne voulait pas dire. On a préféré dire qu'il s'agissait d'une agression. Donc pour lui, il estimait que le colonel Banqui se trouvait toujours sur son chemin et il n'aimait pas. Et puis le colonel aussi, comme c'est un homme qui ne se laisse pas faire, il n'allait pas vers lui ramper. Donc il y avait une tension qui régnait entre les deux hommes. C'est moi qui suis venu apaiser dans ce climat en mettant les deux hommes en contact. Parce que moi, j'estimais que le chef division Sémile, qui discute directement avec le conseiller spécial du président, qui est un général et qui est conseiller spécial concernant les choses de l'armée, c'est plus bien pour la bonne marche du pays. Voilà ce que moi j'ai réussi à faire entre les deux hommes. Donc, vous confirmez que le numéro de téléphone dont nous avons connaissance, c'est le même numéro de téléphone par lequel le colonel Joël-Émile Banqui parvenait aussi à avoir le contre-amiral Fouda. C'est le numéro du contre-amiral Fouda. Les enquêteurs m'ont dit non, ce n'est pas enregistré en son nom. J'ai demandé à Awono, le major Awono, qui est dans son cabinet, ou du moins qui était dans son cabinet, de l'amiral, que l'amiral avait envoyé vers moi. Je lui ai dit, ok, si vous dites que ça, ce n'est pas le numéro de l'amiral, le WhatsApp de l'amiral, donnez-moi vous son WhatsApp, on voit si je n'ai pas ça dans mes téléphones. Ce n'est pas le seul numéro de l'amiral que j'avais. Avant, on m'a donné le 693 que j'avais dans mon téléphone. Je lui ai même montré devant le groupement les communications que j'avais avec l'amiral à travers ce numéro. En fait, il préférait plus qu'on ait des communications dans le 95 et il ne voulait pas qu'on ait des communications ailleurs. Et même le 93, qui est son numéro officiel WhatsApp connu, n'est pas enregistré à son nom. C'est enregistré au nom de Eric Mvana, qui était chargé d'acheter ses maisons et ses terrains, qui est malheureusement décédé récemment dans des conditions troubles, puisque tout le monde qui travaille avec lui décède dans les conditions troubles. Le bélier, ils sont devant ma porte et tout. Ma femme m'appelle au téléphone. Elle me dit, chérie, pardon. Enlève ton arme tranquillement, tu jettes ça. Je lui dis pourquoi. Elle me dit ce que j'ai vu. Mieux ils viennent te tuer comme ça. Au moins tu as tes caméras là-bas, on va voir qu'ils t'ont tué, tu n'avais rien fait. Je lui dis de quoi est-ce que tu parles? Quand je lève les yeux comme ça, étant assis à la véranda, c'est-à-dire grand frère Mingono, mes intestins sont tombés dans mon cœur est tombé dans mon ventre. C'est-à-dire que j'ai vu les gars du GPIC là, placés. J'ai senti que c'est vrai, je suis mort. J'ai dit à ma femme que chérie, ne viens pas, s'il te plaît. Ne viens pas. Parce que je me suis dit, bon, comme mon garçon est dedans, il n'est pas au courant, il suit la musique. Qu'est-ce que je vais faire? Dès que les gars du GP vont entrer, je vais dégainer mon arme, hop, et puis ils vont ouvrir le feu sur moi. Mais j'étais convaincu que ma mort va certainement créer quelque chose dans ce pays, parce que là, c'était trop. C'est comme ça que j'entends encore tout, chérie, ouvre la porte. Je dis, mon Dieu, donc la femme, ce n'est pas partie. Je lui dis, chérie, je t'ai dit de partir. Elle me dit non. J'entends comment elle dit dehors que, hé, mon colonel, est-ce que ça vaut la peine? Pour quelqu'un qui a mobilité réduite, tout ce que je vois ci, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Il insulte l'amiral, pourquoi? J'entends, hein? Puisque j'ai mon téléphone, je vois les trucs dehors. Il insulte l'amiral, pourquoi, machin? Mais, monsieur Rémi Ngono, monsieur Rémi Ngono, j'ai insulté l'amiral où? J'ai insulté l'amiral en privé dans son téléphone à lui. Mais comment eux, les gendarmes sont au courant que j'ai insulté l'amiral que je ne connais pas? Je lui ai envoyé les messages et je lui ai donné 1 heure de temps. Parce que je voulais faire un direct Facebook. Qu'on vienne me tuer en direct. Et comme je lui ai donné 1 heure de temps, il ne m'a pas laissé 1 heure. Il a directement mis ce dispositif. Et l'amiral, il a dit qu'il ne me connaît pas. Donc j'ai envoyé le message au faux amiral et le faux a envoyé au vrai et le vrai a réagi. C'est comme ça que pendant qu'on est en train de discuter, Kelinda Lay, moi je croyais que Kelinda Lay était un homme en tenue. C'est ce jour que je sais que Kelinda Lay n'est pas un homme en tenue. Il faufile dans la maison, il part cacher son arme derrière avec son talkie walking et tout le reste. Je dis mais ça c'est quoi? Je vois Enoussa qui est en train de vouloir entrer sous le sol. J'ai dit au fond de moi que mais le Béninois, il m'a dit que c'est un gars qui fait les miracles.
C'est quoi cette histoire? Pendant que je suis en train de discuter, la porte s'est ouverte. C'est-à-dire qu'ils ont enfoncé ma porte avec le bélier. Quand ils sont entrés, j'ai vu que ma femme était devant. Et je me suis dit, non, si je fais un faux geste, on va tuer ma femme. Et mon garçon aussi sortait. Donc j'ai lancé l'arme très loin. J'ai posé les mains sur la tête. Dès que Ndongo a franchi ma cour, voilà ce que Ndongo a dit. Les gars, si Mbapou s'amuse, abattez-le. Abattez les chiens d'abord. Les gars ont ouvert les feux. C'est-à-dire qu'en plein cœur de Bastos, le président est à côté, mon frère. Vous venez tirer comme si c'était un champ de tir. Les balles, si tu vois les impacts des balles qu'il y a chez moi, ils ont tiré à la Kalachnikov, ils n'ont pas seulement tiré au PA, puisqu'ils ont ramassé les douilles. Ils ont tué mes chiens. Pop, 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 pop. Tu avais combien de chiens? J'avais 4 chiens. Tous ont été abattus. Un Rottweiler, 2 Bois-Boules et un Can Corso. Weston, Max, Tarzan et Brabus. Ils ont abattu mes chiens. Chaque chien recevait au moins 5 balles. Je ne sais même pas quelle était la nécessité. Après ça, donc, ma femme est venue plutôt vers moi pour me couvrir. Et un capitaine du GEPIC qui s'est démasqué, il a enlevé son masque, il est venu monter sur moi. Il a tiré ma sonde. Le sang a commencé à couler et ma femme s'est interposée. Est-ce que vous voulez le tuer? Est-ce que vous voulez le tuer? Ils m'ont jeté au sol. Quand ils m'ont jeté au sol, j'entends arrêtez, cessez de tirer. C'était de tirer un homme à terre, un homme à terre. C'est comme ça que tout le monde a arrêté de tirer. D'un coup, le calme revient. Dehors, les gens sont en train de crier. Quand on sort, c'est un gendarme qui est couché au sol. Il est en train de giser dans un bain de sang. C'est-à-dire qu'il a reçu 3 balles. Une balle au cou, une balle au ventre et une balle en bas du hanche. Mais qui a tiré? Ils disent que c'était des ricochets de balles. C'est le mensonge. Les ricochets de balles ne peuvent pas prendre 3 fois quelqu'un sur place. Ils ont tiré sur le gendarme. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'était pour m'incriminer que c'est moi qui ai tiré? Puisque quand ils ont retrouvé mon âme derrière le canapé, ils ont fait comme si c'était un exploit. Eux tous se sont mis à filmer. On a retrouvé les armes, on a retrouvé les armes. Je ne faisais que leur dire, vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Ce que vous faites là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Voici mes caméras de surveillance. Nous allons voir ce qui s'est réellement passé. Allez, le commissaire du gouvernement qui était là, le substitut du commissaire du gouvernement, arrachez les caméras là, arrachez toutes les caméras là. Ils ont arraché toutes les caméras. L'ambulance est venue, on a porté le gendarme, on est parti avec eux. Ils ont mis 2 kilomètres de sécurité à la ronde. Jusqu'au Socrate, les voitures ne passaient pas, les piétons ne passaient pas. L'immeuble de Wanisbet qui est collé à ma maison, il y avait 2 snipers là-bas. Et ils ont perquisitionné ma maison de 14h à 23h. Ils ont tout détruit. C'est donc là où l'amiral appelait Ndongo. Tu as 2 iPhones, il faut trouver les iPhones. Ndongo dit que non, il n'y a que le téléphone noir que j'ai trouvé. Il dit non, il faut trouver. Et j'avais les éléments de preuve chez moi, qui étaient notamment mon audition à la délégation générale de la Sécurité nationale, la lettre que l'amiral avait écrite au président et la lettre que le président avait cotée. J'avais tout ça à la maison. Donc, ils ont fouillé ma maison comme vous ne pouvez. C'est-à-dire, ils arrachaient. Parce que chez moi au salon, j'avais mis un truc qui orne là, en coffret et tout, avec des lumières. Ils ont arraché ça. Ils ont arraché tout à la cuisine. Ils ont arraché les portes, les placards. Ils ont arraché même les rigoles. Ils ont détruit ma maison comme vous ne pouvez pas imaginer. Ils m'ont volé en plus. Ils ont volé? Ils m'ont volé des choses. Ils m'ont volé des bijoux. Ils m'ont volé des bijoux. Ils m'ont volé des bijoux. Et j'avais un peu d'argent que j'avais gardé quelque part où j'étais sûr que personne ne pouvait arriver là-bas. Il n'y a que mon garçon qui connaissait ça. Parce que quand on m'a amené au groupement le 21 juin,
J'ai demandé à mon garçon d'aller revoir et il n'était pas seul avec mes petits frères. Il n'a plus jamais retrouvé l'argent. J'avais laissé quelque chose comme 8 000 euros. J'avais quelque chose comme 8 000 euros là, 8 500, 8 000. Je n'ai pu trouver ça. Puisqu'ils avaient mis la maison sans dessus-dessous. J'ai les paires de chaussures que je ne retrouve plus. Puisqu'au groupement, il y a même un gendarme, un adjudant-chef à Bongwa. Il s'appelle à Bongwa, un adjudant, un anglophone. Il est venu me dire devant Waboke, quand nous sommes entrés dans la maison du gars là, les paires de chaussures qu'on a vues, qui ne sont même pas portées, d'autres avaient même encore la moisissure, on ne porte pas. Et donc j'ai compris que c'est de voler mes chaussures. Ils ont volé tellement de choses chez moi. Ils ont tout cassé, les bijoux, les chaînes, les chevaliers, les bijoux, tout ça, ils ont volé. Parce que grand frère, excuse-moi, quand je porte les bijoux sur les réseaux sociaux, les gens voient et disent non, non, c'est mon argent que je garde. Si je fais une chaîne 2 millions, une autre à 3 millions, une autre à 1 million, je mets tout ça au coup, c'est l'argent gardé, puisque le même bijou, je vais les revendre souvent pour régler les problèmes à la maison, mais ça, personne ne le sait. Et je ne peux pas aussi venir sur Facebook dire aux gens que, bon, comme vous voyez là, les bijoux que j'avais là, j'ai déjà vendu. Non. Moi, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Ils ont volé tout ça. Ils ont volé même un de mes téléphones, le Z Fold 5, ils ont volé. Puisque ça n'existe pas aujourd'hui, je ne sais pas où c'est parti. Donc, voilà en ce qui concerne ces événements. J'attends vos questions. Comment tu vas? Il me dit, ça va. Je dis, écoute, je suis de passage à Massam Bongola. Tu m'avais décrit la maison de Ngakam là. Essaie un peu de me décrire encore le portail. Il me dit, bon, il y a les feuilles comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je dis, non, ça va, non, ce n'est pas là-bas. Je croyais que je passais par là. Bon, gars, on se rappelle tout à l'heure. Moi, je raccroche. Je me rends compte qu'effectivement, c'est bel et bien ce Jean Ngakam. Grand frère Rémi Ngono. Oui. Mon cœur devient noir. Je me dis, mais comment ce monsieur peut mêler mon petit frère dans ces choses, alors qu'au moins il doit avoir l'honneur de savoir que je lui ai toujours dit que ma famille ne doit pas être mêlée à ce genre de choses. Je veux l'appeler pour le laver. Mais après, je reste tranquille. Je me dis, si je le fais, il peut se dire que c'est mon petit frère. Je ne veux pas exposer mon petit frère. Mon petit frère sort de là avec un petit quota. Dans le quota, il y a 65 millions. Il met ça derrière la malle arrière. Il démarre, on tourne. Mon petit frère se rend compte que je ne parle plus, je suis devenu nerveux. Il me demande que, mais boss, c'est comment, tu ne parles plus? Je lui dis, Donald, vous êtes mes frères, je suis l'aîné. Vous connaissez dans quel contexte nous avons grandi. Nous n'avons personne, nous ne sommes personne. Le monde ici est compliqué. Parfois, il faut se mettre dans certaines postures. Mais je ne veux pas que vous ayez des problèmes demain. Tu ne travailles pas pour l'amiral. Et quand l'amiral te donne une commission, tu dois me dire avec les détails où il t'a envoyé. Est-ce que tu sais où tu sors? Donald me dit non. Je lui dis, tu sors de ce Jean Ngakam. Donald me dit non, grand. Et il ne m'a pas dit que c'est Ngakam. Et le type ne m'a même pas dit qu'il s'appelle Ngakam. Je lui dis, c'est donc Ngakam. L'amiral appelle. Monsieur, Issom est parti déjà avec vous, là où je l'ai envoyé, ou bien vous avez fait le dépôt? Je lui dis non, mon général, au moment de faire le dépôt, la personne chez qui vous avez envoyé, Issom l'a appelé. Bon, je ne sais pas qui c'est, nous sommes allés quelque part à Msamondoko, bon, il est descendu, mais je ne sais pas, je peux vous le passer, il est tout près de moi. Il dit non, laissez, je l'appelle. Il appelle Donald, je dis à Donald, je fais le signe à Donald de mettre le haut-parleur. Donald met le haut-parleur. Il lui demande que, mais pourquoi vous êtes parti là-bas avec votre frère? Donald lui dit que non, 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 mon général, il ne connaît pas là où je suis. Je fais le signe à Donald d'ouvrir la porte, d'ouvrir la portière de la voiture, pour que l'amiral pense qu'il est en train de lui parler en sortant. Donald ouvre, mais il referme. Il lui dit non, 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 il ne sait pas. Il dit ok, d'accord. Bon, il vous a donné combien? Donald dit 65 millions. Il dit bon, ça va faire 100 millions. Bon, les transactions de M. Mbapoula, bon, ça risque de traîner, on va gagner le temps, on va faire ça une prochaine fois avec des montants plus élevés. Je vais vous envoyer un numéro de compte et vous allez aller à Freeland First Bank, vous allez déposer cet argent. Merci, pas de raccrocher. Pendant que nous roulons donc, Donald reçoit le message où l'amiral lui demande d'aller dans tel compte verser le montant de 98 450 000 francs. Donald me transfère ce message. On va à Freeland,
on arrive, Donald entre avec l'argent, il fait le dépôt de 98 450 000. Il reste 1 650 000. Quand Donald sort, je rends compte à l'amiral, je lui dis, mon général, Donald a déposé les 98 450 000. Il dit, d'accord, merci beaucoup, ça s'est bien passé. Donald va encore aller quelque part prendre de l'argent. Et moi-même, je vais vous envoyer aussi de l'argent. Vous allez contacter votre ami Djibril. J'ai même constaté que Djibril a renvoyé à Dakar 12 millions de francs. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai dit, oui, papa, certainement, vous savez, il me fait confiance. Je lui avais déjà dit qu'il devait renvoyer l'argent. Il me dit, non, on va régler ce problème. Et pour le moment, les 1 650 000 qui restent, vous allez vous débrouiller avec ça. Je suis très content de vous et tout, que Dieu vous bénisse, toutes ces conneries-là. Moi, je raccroche le téléphone. J'ai dit à Donald que les gars de BMAC qui sont venus avec toi vendredi, mes petits là, ils étaient combien? Il me dit 6. Je lui dis, appelle-leur, dis-leur qu'ils nous retrouvent quelque part là. Les gars m'ont retrouvé là-bas, j'ai pris 500 000, j'ai donné à chacun. Il est resté 1 500 000. Dans les 1 500 000, j'ai pris 500 000, j'ai donné le reste à Donald. Donald est allé me déposer à la maison tranquille, grand frère. Je n'ai plus parlé de cette affaire. Quelques jours plus tard, Ekassi revient chez moi à la maison. Je crois 2-3 jours. Il me dit, c'est grave. Je lui dis quoi? Il me dit, l'amiral a pris l'argent chez Jean Ngakam. Je lui dis, ah bon? J'ai dit combien? Il me dit 170 millions. Je lui dis, mais comment tu sais ça? Moi, je ne suis pas au courant. Il me dit, non, moi, je suis au courant parce que, voilà, Ngakam lui-même m'a dit et tout. Tu sais que moi, je cours toujours avec Ngakam et tout. Ngakam a donné 100 millions à Serlin Belinga. Il a donné 100 millions à Thiam, le procureur, pour le mandat d'arrêt, l'intention de sortir du territoire. Il a donné 50 millions au magistrat Eken du ministère de la Justice et tout. Moi, je connais comment Ekassi Baba, donc je l'écoute. Je ne lui dis rien. Je m'étonne. Je lui dis, ah bon, tu es sûr que c'est vrai? Ekassi me dit si. Je lui dis, bon, on va voir. Ekassi me dit, d'accord, on se sépare. Quand Ekassi tourne le dos, comme j'en avais dans la gorge, je profite pour dire à l'amiral comme en général. Je pense que le colonel ici avait donné une idée. Il avait dit que Ngakam pourra chercher à se rapprocher de vous. Et il vous conseillait par moi de ne pas traiter avec Ngakam, de ne pas toucher son argent. Que Ngakam était d'abord très bavard. Et que si vous voulez même toucher cet argent, il faut savoir comment prendre. Voilà maintenant, Ekassi vient chez moi, il me dit ça. L'amiral lit mon message, il ne répond pas. Vers les 23 h, il m'appelle. Il me dit, fiston, j'ai lu votre message, mais je ne me reconnais pas. Je n'ai jamais rien traité avec ce Ngakam. Depuis qu'Haïti a classé le dossier au groupement, je n'ai plus de contact avec Ngakam. Mais vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais reçu le message du lieutenant-colonel Atangana Avom, qui voulait me voir par rapport à cette affaire Ngakam. Et je vous avais dit que c'est certainement Mtogo qui lui avait donné mon numéro. Et vous m'avez déconseillé de traiter quoi que ce soit avec eux. Et je vous ai suivi. Donc, je n'ai rien traité avec Ngakam. Grand frère, quand il me raconte tout ça, je reste comme ça dans mon cœur. Je dis, oh, voilà un homme qui est minable. Avec ça, comment le pays peut fonctionner? Regardez un monsieur comme ça, un responsable. Il est minable, il est menteur. Je reste tranquille et quand il finit de parler, il raccroche. Il me dit, il va faire la relance de la deuxième plainte. Comme son nom ressort, il va donc faire la relance. Je lui dis, d'accord, il faut faire la relance. On se sépare. Quelques jours plus tard, le colonel ici qui est déjà affecté comme commandant en second à la Légion du Sud, à Ebolova, m'appelle. Il me dit, le vieux m'a demandé de renvoyer la première plainte au colonel Ndongo et que je prépare la deuxième plainte, dont la relance. Je lui dis que oui, lui aussi m'a parlé de la relance. Mais Haïti me dit que ça c'est de toi à moi, quelque chose m'intrigue. Le vieux pense que c'est toi qui as mis l'affaire dehors. Je lui dis, pourquoi tu dis ça, mon colonel? Il me dit que c'est entre nous, ne me bande pas. Il y a un enregistrement d'Alain Ekassi qui discute avec un gars qu'on appelle Aïssi Mokolo. Non, en fait, Aïssi ne me donne pas le nom de celui qui discute avec Ekassi. Il me dit seulement Ekassi a été enregistré par quelqu'un
Et dans cette conversation, il cite ton nom. Il cite le nom de Ngakam, il cite les 170 millions, il cite le nom de l'amiral et sa fonction. Alors, vous êtes arrivé à Kondengi. Et comment vous avez réussi à obtenir votre libération? Qui a eu à intervenir pour vous? Je ne peux pas répondre très clairement à la question. Tout ce que je peux dire, c'est que au groupement, après 22 jours, j'étais encore lucide, je jouais même aux rebelles. Colin Togo a envoyé, on vient de me dire, d'écrire une lettre d'excuse au contre-amiral Fouda. J'ai refusé. Ma femme m'a dit non, il faut écrire. Demande pardon. Tes enfants, tout le monde, ça ne va pas. Laisse l'orgueil. J'ai écrit la première lettre d'excuse où je lui dis comment il sait que je le respecte. Et que bon, dans un moment comme ça, bon, j'ai pris les médicaments et tout, j'ai raconté, je ne sais pas trop quoi. Et je lui ai demandé pardon pour le caractère public des Vosges. Parce qu'en fait, c'est l'amiral Fouda qui a mis les Vosges dehors. Les Vosges de ma mère et mes Vosges. Moi, je n'avais pas les Vosges de ma mère. Ma mère n'a pas envoyé les Vosges à quelqu'un et me renvoyé ça. C'est lui-même qui a mis ses Vosges dehors pour empêcher les gens d'intervenir, pour que les gens retiennent seulement que Mbapou est sauvage, il insulte, regardez comment il parle à l'amiral, au conseiller du président et tout, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est comme ça que je fais la lettre d'excuse. Quand je fais la lettre d'excuse, il ne nous libère pas. Le colonel Togo parle à quelqu'un que j'ai dit à Joseph que dès que l'enfant là te fait la lettre d'excuse, pardon, laisse-le. Parce que l'affaire là va aller loin. On ne me laisse pas. Au contraire, Dongo me prend et me jette en cellule. Parce que M. Emingono, ce que les gens ne savent pas, c'est que j'étais à la salle de conférence d'abord. C'est-à-dire qu'on a jeté un matelas. Et je vais vous dire une vérité, hein, je vous le dis clairement, grand frère, je n'ai pas à vous cacher. Vous vous demandez que pendant 68 jours, je faisais les besoins comment au groupement. Il n'y a pas de toilette pour moi là-bas. Je faisais les selles sur moi et c'est ma femme qui venait nettoyer. Je jure devant Dieu qui m'a créé au monde. Je faisais les selles sur moi. Humilié devant les gendarmes. C'est ma femme qui venait nettoyer ces selles-là. Je ne sais pas pourquoi je dois cacher ça. Et à Kondengi? Attendez, et après, on m'a mis en cellule dans mon état de santé. J'ai fait 30 jours de cellule au groupement. J'ai fait 4 jours assis sur le fauteuil roulant. C'est là que je suis tombé, on m'a amené à l'hôpital. À l'hôpital, on m'a donné des remèdes de la tension. On leur a dit là-bas que Mbapou a besoin de repos. Ils m'ont ramené en cellule. J'ai fait 30 jours en cellule, en fait. Après avoir fait 68 jours, j'ai perdu la tête. On vient, on me dit non, protège ton père. Si tu dis que c'est lui, on va t'envoyer en prison. Après 68 jours, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je cherchais à le protéger et à être libéré. Voilà pourquoi vous avez vu tout le théâtre qui s'est passé avec les journalistes. Mais malheureusement, encore, ils ne m'ont pas libéré. Ils m'ont trahi, donc on a accordé une interview mensongère. En parlant de 1,5 milliard, alors qu'ils savent que ce n'est pas moi qui ai pris les 1,5 milliard, c'est un Korochan, Sophie Valérie, la nièce de l'amiral. Parce qu'elle a un parent et ton un parent et Wondo Korochan, qui est marié à Soalmami. Ils ont pris cet argent à. D'ailleurs, tu l'as dit dans ton. J'ai suivi ton truc avec beaucoup d'exactitude. Tu l'as déjà dit d'ailleurs à Samen Patrice. 1,430 milliard. Et donc, ils m'ont déféré. Quand ils m'ont déféré, j'ai dit à ma femme, ce que je reconnais, j'avais dit à ma femme que Dieu existe. J'en suis convaincu. Ne pleure pas. Je riais le jour qu'on m'a déféré. Je riais le jour qu'on m'a déféré. On nous a déféré, on est arrivé à Kondengi. À peine 4 jours de visite que ma femme me rendait visite, les gendarmes ont commencé à la rechercher sur ordre de l'amiral pour l'arrêter. Ce sont mes colocalistes qui ont demandé à ma femme de fuir. Parce que moi, je lui ai dit de fuir, elle ne m'a pas écouté. Et c'est mes colocalistes qui l'ont appelé, qui l'ont dit, madame, votre mari est dans une situation difficile. Si on l'arrête, ils vont mettre pression sur lui, il va encore raconter n'importe quoi, ça va l'enfoncer. Peut-être qu'on ne va même pas vous libérer. Mieux vous fuyez. C'est comme ça que ma femme est allée chez une cousine à ma grand-mère. Je n'ai plus jamais eu de visite à Kondengi. Ce sont les Amazoniens qui me nourrissaient à Kondengi.
J'avais suivi, tu avais dit dans un direct qu'on m'a demandé 800 000 francs pour aménager mes toilettes à Koningui. J'étais surpris et c'était la vérité que tu disais. Je me demandais comment tu avais eu cette information. Ces 800 000, c'est des amis comme ça qui ont cotisé. Le milliardaire qui a pris des milliards des sociétés n'avait pas d'argent en étant en prison. Effectivement, on m'a permis d'arranger mes toilettes. À mon goût, j'ai arrangé. Mais je n'avais pas de visite. C'est les Ambazoniens qui me nourrissaient. Le président Ayoub Tabé a pris des dispositions. Il a mis quelqu'un derrière moi que, bon, voilà, vous allez protéger ce garçon. J'étais au local 10. Et c'est comme ça que Nouma, avec qui je n'étais plus en contact, parce que, tu sais, grand frère, quand j'ai fait la prison en 2017, quand je suis sorti, j'ai commencé à enregistrer l'amiral. Et tout ce que je faisais, documents, enregistrements, vidéos, tout j'envoyais à Nouma. Et je lui disais toujours que le jour qu'on va m'arrêter, voilà ce que tu feras. Le jour qu'on me met en prison, voilà ce que tu feras. Si je meurs aussi, voilà ce que tu feras. J'ai envoyé à Nouma, j'ai envoyé à mon ami en Chine, qui est un camarade, et j'ai envoyé encore en Allemagne chez un autre, des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais qui ont des éléments. C'est comme ça que j'apprenais que Nouma est en train de publier des choses, et c'est justement ces choses qui faisaient en sorte que l'amiral devienne dans une colère noire où il a commencé à demander qu'on arrête mon épouse. Il appelait tout le temps pour lui dire non, ça va, partir la sortie, il faut vous calmer, et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, je suis resté en prison, on m'a extrait pour une première fois, mais on n'a pas appliqué la décision. Une deuxième fois, on n'a pas appliqué. Moi, j'étais tranquille, jusqu'à ce qu'on me sorte le vendredi. Et moi, je savais que je m'en vais me faire auditionner devant le juge d'instruction. On reprend l'enquête préliminaire du groupement. Ça s'est d'ailleurs mal passé pendant ces auditions, mais après, quand j'ai attendu, on m'a dit, voilà, je suis libre.